et bienvenue sur Monaco Info pour votre édition de vendredi. Au sommaire de ce journal. Et si un incendie se propageait dans un train, comment réagiraient les services de sécurité? La réponse dans cette édition avec un exercice qui vient d'être réalisé par la SNCF en présence de nombreuses autorités françaises et monégasques. Retour sur la traditionnelle remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac qui s'est tenue cette semaine à Paris. Et à l'approche de Noël en principauté, il est de tradition d'assister à la vente aux enchères de sapins au profit de l'association Action Innocence qui se déroule chaque année à l'Hôtel de Paris. Une belle manière de célébrer ces fêtes de fin d'année en alliant au charme de Noël la solidarité. Retour sur l'atelier philosophique qui avait pour thème « Violence et politique, politique de la violence ». Et puis nous refermerons ce journal avec l'invité du week-end qui n'est autre cette fois que le grand photographe français surnommé le photographe des stars, Jean-Daniel Lorieux. Un exercice de sécurité vient de se dérouler dans la nuit de jeudi à vendredi dans le tunnel de la gare. Une simulation d'incendie dans un train. Le récit de Fabien Bonilla sur des images de Sylvain Péroumal. Un train de travaux part de la gare de Monaco dans la nuit, direction le tunnel ferroviaire de Cap d'Aille. Entre ouvriers, élèves ingénieurs et cadres, 30 personnes sont sur place. Vers 1h20 du matin, une explosion suivie d'un feu se produit au niveau du réservoir d'huile de l'engin. Voici le scénario proposé pour ce plan de secours binational ferroviaire, organisé conjointement entre la France et Monaco. Sur place, entre autres, des sapeurs-pompiers, des services médicaux d'urgence français et monégasques, la gendarmerie, la police nationale ou encore la sûreté publique. On déploie des moyens conséquents pour reconnaître l'incident, pour intervenir, éteindre l'incendie et bien évidemment porter secours aux blessés. Donc des sapeurs-pompiers en nombre conséquent. Vous avez vu que cheminer dans le tunnel, notamment quand il est enfumé, c'est pas facile. Et il faut sortir les victimes, il faut pouvoir les traiter, les diagnostiquer. Et donc il faut aussi que les médecins et la Croix-Rouge soient là, présents pour pouvoir prendre en charge les impliqués. Une fois l'alerte donnée, les sapeurs-pompiers découvrent la situation sur place. Une épaisse fumée, des corps gisent sur les côtés, des blessés hurlent. Les comédiens, principalement bénévoles à la Croix-Rouge, sont maquillés. La situation est criante de vérité. Tout est fait pour que la scène soit la plus réaliste possible et mettre ainsi les secours au plus près de la réalité. Et dans ce scénario-là, je dirais comment ça se passe. Quand un incident arrive sur un train, le conducteur de train, lui, a un contact radio directement avec son poste d'aiguillage, qui est Menton. Et il signale effectivement sur l'incident. Une fois que les secours sont déclenchés, bien évidemment, on a des plans, ce qu'on appelle préétablis. En fonction des scénarios, on fait partir un certain nombre d'engins qui correspondent justement au risque à traiter. C'est ce que vous avez vu arriver, mais la difficulté de travailler en milieu ferroviaire, c'est que d'emblée, on doit se soucier de la mise en sécurité, notamment pour les intervenants sur les voies, et notamment la coupure de la caténaire, l'arrêt des circulations des trains, avant bien évidemment d'engager quelques moyens que ce soit sur les voies. Vous comprenez bien pourquoi, et surtout éviter de projeter de l'eau avec de la caténaire à 20 000 volts. Cet exercice a permis concrètement de mettre en place la chaîne de secours entre la principauté et le département voisin. Rien ne remplace une mise en application pour de vrai et le mieux c'est d'éviter bien sûr d'avoir à les découvrir au moment où il y a un véritable drame qui se produit. Il faut donc des exercices comme celui qui a eu lieu cette nuit à Monaco. Ça nous a permis de tester un certain nombre de choses, le déclenchement, les modalités de diffusion de l'alerte, les modalités aussi, il faut également en parler, de comptage des victimes ou encore les relations bilatérales entre les autorités françaises et les autorités monégasques. Le bilan est donc extrêmement positif pour toutes ces raisons, y compris sur les points d'amélioration que nous avons décelés ce soir. Cet exercice s'est achevé au petit matin. Ce dispositif dans le tunnel de Cap d'Aille et la gare de Monaco a laissé place au va-et-vient du réseau ferroviaire quotidien sans que personne ne puisse imaginer ce qu'il vient de s'y dérouler comme si de rien n'était. Nous prenons à présent la direction de Paris où le prince souverain assistait cette année encore à la traditionnelle remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac. Alors, quels sont les lauréats de cette année? La réponse avec Alexandra Pani. Elle célèbre cette année son 20e anniversaire, 20 ans à promouvoir la culture et le développement de la science. La Fondation Prince Louis de Polignac remet chaque année
2 prix sur proposition des académies de l'Institut de France et du conseil d'administration de la Fondation. Le Grand Prix a été attribué au projet Jonas de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, un projet ambitieux qui voit officiellement le jour en 2002, mais dont les fondations remontent aux années 40. Son objectif, faire un inventaire exhaustif du patrimoine littéraire des langues françaises et occitanes. Ce prix permettra une importante contribution à l'exploration du 4e opus. Dès les premiers mois, je pense, de 2018, cela va permettre de recruter une personne supplémentaire de façon temporaire pour nous aider à ouvrir le dernier chantier qu'il nous restait à ouvrir, à savoir donc les textes qui concernent la vie pratique et qui sont de nature vraiment très variée. Donc on a de la documentation qui a été rassemblée de façon un peu aléatoire au fil des générations et il s'agit de faire un premier tri dans cette documentation et de mettre le maximum de choses en relation pour savoir un petit peu ce qu'il reste à trouver et quelle est l'étendue de la gamme textuelle à découvrir encore. L'association Centre Ressources a été initiée en 2001. Elle compte aujourd'hui 5 centres et a été récompensée pour sa vision innovante de l'approche des soins de patients atteints de cancer, entièrement centrée sur la personne. Il y a 140 intervenants bénévoles qui proposent des soins de mieux-être. Le mieux-être, c'est ce que j'appelle, c'est quelque chose qui fait du bien tant qu'on le fait. Si vous arrêtez de faire du sport, c'est fini au bout de quelques temps. Si vous arrêtez de faire des soins esthétiques, c'est fini au bout de quelques jours. Alors il y a cet axe-là qui est essentiel, ça rassure, réconforter, ça fait du bien. Et après, on a un deuxième axe dans le centre qui permet de faire un programme où on va enseigner quelque chose aux patients pendant 1 an. Et ça va leur rester pour toujours. On le voit dans les études, même si des années après ils récidivent, ce qu'ils ont appris, ils ne l'oublient pas. Donc il y a 2 choses. Il y a apprendre à comment se faire du bien au quotidien. Et deuxièmement, apprendre des choses, enseigner comment devenir plus fort, être capable de s'adapter aux situations, aux difficultés et être capable d'être autonome pour ça. 3 nouveaux centres ouvriront l'année prochaine. Aujourd'hui, 2000 patients et familles sont pris en charge dans ces centres chaque année. Un accompagnement qui permettrait jusqu'à 50% de récidive en moins. Vous l'avez vu, la Fondation Prince Louis de Polignac remet ses prix sur proposition des académies de l'Institut de France. La Fondation fête cette année son 20e anniversaire, l'occasion de dresser un bilan avec sa présidente. Cette fondation a pour vocation d'honorer la mémoire du prince au travers d'actions culturelles. Et pour ce faire, nous avons passé une convention avec l'Institut de France, au terme de laquelle les chanceliers successifs sont nos présidents d'honneur. Et donc, sur proposition des académies ainsi que de notre conseil d'administration, nous remettons chaque année des prix. Et nous sommes très heureux et très honorés que le prince souverain donc, de Monaco a bien voulu accorder son haut patronage après celui qui avait été accordé par la princesse Antoinette de Monaco dans les premières années. Chaque année est à la fois une fierté et à la fois peut-être un regret parce que nous aurions voulu pouvoir embrasser encore plus largement évidemment les domaines que nous soutenons, que nous récompensons, mais je dois dire, si d'ailleurs c'est très facile de voir sur Internet les différents prix que nous avons remis depuis une vingtaine d'années. Donc à peu près tous les domaines du savoir sont abordés sans en exclure aucun. Donc c'est très éclectique, complet. Et je pense que c'est tout à fait à l'image du prince de Polignac. Il s'agit d'un événement placé chaque année sous le signe de la solidarité. La vente aux enchères de sapins au profit de l'association Action Innocence a eu lieu jeudi soir dans le hall prestigieux de l'Hôtel de Paris, en présence bien sûr du prince souverain. Le reportage de Sandrine Nègre et d'Olivier Bonello. Plus de 73 200 € ont été récoltés au cours de cette soirée. Il faut dire que les créations originales disposées dans tout le hall de l'Hôtel de Paris ont attiré très rapidement les regards des futurs acheteurs venus nombreux pour une belle cause, celle d'Action Innocence présidée par Louisette Lévy-Soussan-Azoaglio, qui a d'ailleurs rappelé le mot d'ordre de l'association « Oui à Internet, non à ces dangers ». Cette année encore, la trentaine de sapins mis aux enchères ont été décorés spécialement pour l'occasion. Nous avons un sapin qui est décoré ici, c'est la maison Repossi, le joaillier.
Et c'est très important de participer à ces associations qui nous tiennent à cœur pour Monaco. C'est un sapin en verre reconstitué, donc en sapin naturel, garni de petites boules de neige blanches et or, ainsi que d'un gros cœur mordoré. Et bien entendu, avec un écrin à son sommet où il y a un bijou repossi en forme de cœur aussi. Et toutes ces enchères se sont déroulées sous le regard de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Action Innocence Monaco est d'ailleurs placée sous son haut patronage. Depuis plus de 10 ans, en collaboration avec la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Action Innocence a permis de sensibiliser plus de 350 000 enfants et 8 000 parents professionnels de l'éducation et de la santé aux dangers d'Internet. Ce 14 décembre, les soutiens étaient encore nombreux. Une très belle œuvre. Non simplement les sapins qui sont très beaux, mais c'est ce qu'il y a derrière, c'est très bien. Je vous ai vu admirer un petit peu le catalogue qui montre tous les sapins qui vont être mis en vente. Comment les trouvez-vous, ces sapins? Très beaux, très beaux, très beaux. Il y en a des qui sont magnifiques. Celui de Terme n'est pas mal, j'aimerais bien le prendre. Moi, je pense que tout ce qui est pour le bon fin est bien. Et surtout, moi je pense que dans la vie, tout est bien quand on fait. De ne pas faire, c'est pas bien. Et cette vente aux enchères de sapins placés sous le signe de la solidarité s'est bien sûr déroulée dans une ambiance de Noël, grâce aussi à la chorale de l'École internationale de Monaco. Retour à présent sur le dernier atelier des rencontres philosophiques de Monaco. Il a eu lieu hier dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier. Il y avait pour thème « Violence et politique, politique de la violence ». Le reportage d'Émilie Rousseau, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Répondre de la violence, tel est le thème des ateliers des rencontres philosophiques de Monaco cette année. Après avoir abordé les origines de la violence et les violences au secret, il était question lors du dernier rendez-vous des violences politiques, politique de la violence. C'est avec un extrait du film de Sergei Eisenstein, Le cuirassé Potemkin, que cet atelier a débuté. Une illustration parfaite du thème avec cette célèbre scène du landau dans les escaliers d'Odessa et qui nous amène à cette interrogation: comment éviter la dérive du politique vers la violence autoritaire? L'art politique, ça consiste à limiter, à juguler la violence, à faire qu'il y ait un peu moins de violence dans le monde. Le problème, c'est lorsque la politique elle-même produit de la violence sous des formes multiples, soit parce que elle ne répond pas à un format démocratique qui, du coup, implique que c'est une forme dictatoriale qui prend le dessus. Et donc c'est une violence constitutive à ce moment-là, soit parce qu'elle ne respecte pas l'expression de ses citoyens et donc elle ne prend pas soin de ses citoyens. La violence et le politique, Montesquieu en parlait dans son traité L'Esprit des lois, mais il n'a pas été le seul philosophe à plancher sur cette pensée. Platon, par exemple, a toujours tenté de rendre possible un vivre ensemble. Dans l'histoire de la philosophie, c'était Thrasymach qui opposait la force et la violence de son tempérament à l'esprit de justice et de justesse de Socrate. Donc il y a une volonté de ne pas entrer en dialogue quand on est violent. Et c'est l'un des problèmes de la violence, c'est comment répondre à la violence. Comment répondre de manière non violente à la violence. Cet atelier philo était le dernier de l'année. Prochain rendez-vous en principauté, le 18 janvier, au théâtre Princesse Grace. Il aura pour thème les esthétiques de la violence. Dans le reste de l'actualité en principauté. En cette période de fête de fin d'année, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, président de la Croix-Rouge monégasque, et son épouse, son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène, se sont rendus à la crèche-garderie Caroline Samori, gérée par la Croix-Rouge justement, située à Fontvieille, pour remettre des présents aux enfants ce vendredi 15 décembre. Des instants privilégiés dans une ambiance chaleureuse à quelques jours à peine de Noël.
Autre temps fort qui rythmait cette matinée, la visite de son Altesse Sérénissime la princesse Charlène au siège cette fois-ci de la Croix-Rouge monégasque, boulevard de Suisse, pour une remise de colis, un instant toujours très attendu par les bénéficiaires. Quelques jours plus tôt, le souverain assistait à la projection du film sur Ivan Griboval et son expédition océano-scientifique. Ivan Griboval, ce navigateur avait bouclé son périple autour du monde en principauté en juin dernier à bord de son bateau non polluant. Il était arrivé devant le Yacht Club de Monaco et avait été accueilli par le prince Albert II justement et de nombreux scolaires de la principauté. De la musique pour terminer, avec ce concert proposé par les Amis du Printemps des Arts au musée océanographique. Le concert a été donné par le violoncelliste Cameron Crossman. En voici un extrait. C'est lui qui a réalisé dans les années 80 le clip Comme un ouragan avec la princesse Stéphanie, surnommé le photographe des stars et des top modèles. Jean-Daniel Lorieux, de passage en principauté, nous a accordé un entretien au cœur de la galerie Meta au Larvoto, où quelques-uns de ces clichés font l'objet d'une exposition Entretien. Jean-Daniel Lorieux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le photographe des stars. Vous avez photographié les plus belles femmes au monde. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Je pense que nous avons besoin de montrer l'élégance de la femme, le rire, la joie, parce que dans les années 80, par exemple, toutes les couvertures de magazines étaient des filles en train de rire, etc. Et je pense qu'il faut continuer. Et j'ai été également, je suis toujours fasciné pour montrer justement ces créatures de rêve, mais dans un cadre qui pour moi est primordial, c'est-à-dire le soleil, et comme quoi au bout du chemin, au bout de la plage, il y a toujours le ciel bleu. Et on a besoin perpétuellement de ce ciel bleu. Et je crois que c'est ce qui m'a donné le déclic, ce qui est nécessaire en photo d'avoir un déclic, mais de mettre des gens dans des cadres que je construisais. Vous verrez sur mes photos, je construisais un plancher blanc, si la plage n'était pas très belle, de façon à ce qu'on ne voit que ce plancher, et ensuite la mer et le ciel bleu. Je pense que, surtout maintenant, je pense qu'on a besoin toujours de rêver. Ça a été mon envie, c'est ce qui m'a motivé dans ma vie. Alors, on le voit sur vos photos, des femmes magnifiques, des stars. Est-ce que vous avez jamais eu envie de changer de registre? Au départ, c'est-à-dire que j'ai changé de registre parce que j'ai commencé tout à fait par accident. J'étais assistant dans le cinéma de différents metteurs en scène que j'admirais beaucoup et je voulais être derrière la caméra de cinéma. Et malheureusement, il faut une concentration quand on fait un sujet de film de au moins 2 ans. Et donc, comme je n'avais pas cette concentration, et puis en France, nous avons eu la guerre d'Algérie pour ma génération et nous avons été obligés de partir en Algérie. Et là, on m'a mis photographe de guerre et c'était un petit peu dur pour moi parce que j'ai monté une section avec 12 hommes et malheureusement, nous ne sommes revenus que 4. Donc, je crois que j'ai eu des années assez dures et je ne savais pas trop quoi faire puisque j'étais ingénieur en mécanique. Mais j'ai été très secoué par ce mouvement militaire que nous avons eu. Et c'est là que m'est venue l'envie de montrer que le ciel était bleu, que l'humanité était belle. Et tout à coup, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, bon, je vais être photographe. Voilà ce qui m'a donné envie de montrer que sur toutes mes images, en principe, je crois que c'est du rêve. Voilà. Et puis alors, vous avez sorti un livre également avec vos plus beaux souvenirs. Oui. Vos plus belles photographies. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez, par exemple, d'une séance de shooting ou d'un clip publicitaire? Je crois que la plus belle séance photo, ça va être la prochaine, parce que chaque fois on se dit ça va être merveilleux, mais j'ai énormément de souvenirs et de rencontres merveilleux avec des top modèles qui, par exemple, comme
une femme merveilleuse qui était Claudia Schiffer, et pendant 1 an, on n'arrivait pas à la mettre en marche, alors qu'elle avait une beauté un peu à la Brigitte Bardot. Mais comme elle était trop belle, personne n'en voulait. Donc ça c'est bien, mais je dois dire toutes les... Karen Mulder était merveilleuse, enfin je crois que la plupart des mannequins de cette génération, ce qui continue, mais étaient saines, belles, souriantes. Stéphanie Seymour, extraordinaire, et en plus toutes ces femmes étaient pleines d'humour, s'amusaient à faire semblant de nous chatouiller du coin de l'œil, nous séduire, mais c'était ce jeu qu'elles avaient avec nous qui faisait que nous on se disait « Ah, on va les approcher, on va les approcher », et elles nous faisaient faire des calipettes. Et c'est elle aussi, je crois que nous, quelquefois, on se disait, tiens, on a découvert ce mannequin, c'est nous qui l'avons découvert, mais ce n'était pas ça. Je pense que c'était le contact que l'on a ensemble. Alors, quelquefois, ça ne fonctionne pas. J'ai eu des drames avec, par exemple, on m'avait envoyé en me disant, tiens, voilà un mannequin, tu vas voir, elle va faire une grande carrière. Et on m'envoie Laetitia Casta, je parle d'elle avec toute l'admiration que j'ai, bien entendu, pour elle et le talent qu'elle a. Donc, on m'envoie Laetitia Casta qui démarrait, et moi je rappelle l'agence en disant, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette fille que tu m'as envoyée, je ne vois pas, elle n'est pas grande, elle a une petite dent en avant, elle est comme ça, c'est pas possible. Pourtant. Elle était souriante, mais bon, elle démarrait. Donc je dis cela, et puis... 2 mois après, on m'appelle, c'était Gonzague Saint-Brie, en me disant, tiens, Jean-Daniel, tu vas faire la couverture du magazine avec une fille très connue, etc. Et puis on me rappelle en me disant, ah ben non, elle ne veut pas faire la couverture avec toi parce que tu as dit qu'est-ce que c'était que cette nana, là, etc. Finalement, on a quand même fait la couverture avec elle, et comme elle était corse, on l'avait fait avec le chapeau de Napoléon et une blouse ouverte et la main sous les seins, un peu comme Napoléon. Et elle a fait une carrière, elle fait une carrière merveilleuse comme comédienne et comme photographe. Mais là, vous voyez, moi, je m'étais trompé. Voilà. Et puis alors, vous dites justement, toutes ces femmes avaient le sourire. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, lorsque l'on regarde les top modèles, elles sont souvent beaucoup plus maigres, moins souriantes? Est-ce que l'époque veut ça? Eh bien, écoutez, je trouve en tout cas que oui, le monde a un petit peu évolué. Je trouve également que dans beaucoup de défilés de mode, évidemment pas celui qu'il y a eu en Italie merveilleux où ils avaient repris tous ces top modèles qui défilaient, mais je trouve que maintenant quand on va dans les défilés de mode, hommes et femmes, on les voit un petit peu qui ont l'air de faire la gueule, qui marchent sans regarder, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de sensualité, il y a un peu moins de ça. Alors évidemment, c'est une autre époque, mais c'est un peu dommage. J'ai eu aussi des rencontres assez merveilleuses, j'aime beaucoup Monaco et j'allais souvent à Eden Rock. Et il y a un monsieur un jour qui s'appuie à ma voiture et qui me dit « Ah, est-ce que vous me feriez faire un tour, monsieur, dans la voiture ?» Et je me dis cette voix, je lève la tête, il tenait la portière, et c'était un monsieur qui s'appelait Jacques Chirac. Et il était à l'époque Premier ministre, bronzé, splendide, et il s'approche, il me fait « Est-ce que vous me feriez faire un tour dans votre voiture ?» Et on fait un petit tour, je me dis « Pourvu que je ne tombe pas en panne », et à ce moment-là, il croise les bras, il me fait « Eh bien, cher monsieur, quand je suis à l'arrière d'une voiture comme ça, avec Bernadette, eh bien, je me sens comme le président de la République. » Et il m'a engagé comme photographe pour faire les campagnes présidentielles. Je dois dire que c'est aussi... J'ai passé des moments avec un homme joyeux, fascinant, merveilleux, pour qui j'ai une très très grande admiration. Alors, vous avez fait les campagnes présidentielles. Vous rentrez maintenant d'un autre univers, du Zimbabwe, où vous avez photographié des tigres. Je me suis retrouvé donc dans des zones de forêt merveilleuses, et c'était passionnant de voir la vitesse à laquelle les crocodiles plongent dans l'eau. J'avais du mal, ça bougeait plus vite que les mannequins. Moi-même, je devais poser avec un costume. Je m'étais dit, tiens, c'est beau avec les éléphants. Et tout à coup, les éléphants sont venus nous charger, donc j'ai des photos assez amusantes. Et en revanche, j'ai des mamans, des lionnes qui sont avec leurs bébés. On était à 4-5 mètres, et les bébés sur le dos, et les lionnes nous regardaient. C'est ce monde extraordinaire, on se dit, mais où est la vérité quand on revient à Paris et qu'on voit tout le monde nerveux qui fait un peu la gueule, et qu'on voit tous ces animaux. Bien, j'ai des photos où tout à coup un lion a attrapé un antilope, ils ont mangé l'antilope, et après ils ont fait la sieste, comme ça. Ce monde est aussi merveilleux, et je trouve très bien, si vous voulez, dans une activité où on fait toujours la même chose,
d'avoir tout à coup un revers et de faire autre chose. Et j'espère que si mes photos d'animaux plaisent, je serais ravi de faire un petit livre ou une exposition de cela. Merci beaucoup Jean-Daniel Lorieux de nous avoir accordé cet entretien. Sans plus tarder, vos prévisions météorologiques. Ce samedi, quelques passages nuageux sont prévus. Ils disparaîtront dans l'après-midi. La journée restera généralement ensoleillée avec quelques nuages. Dimanche, le matin, le temps qui s'installera sera couvert. La journée peu ensoleillée. Lundi, quelques passages nuageux sont prévus. Le matin, le temps restera couvert avec parfois quelques éclaircies. La journée sera en partie ensoleillée. Mardi, durant toute la journée, le temps qui s'installera sera clair et le soleil arrivera malgré tout à s'imposer par moments. Mercredi, le temps généralement clair et des températures comprises entre 6 degrés le matin et 11 degrés dans l'après-midi. Pour les jours suivants, quelques passages nuageux, mais pas de détérioration du temps. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, bienvenue au potager. Un excellent week-end à tous. À très bientôt.